Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés à la dette, au déficit. Aujourd'hui, nous repartons nous intéresser à la géopolitique. Chaque jour, le monde donne d'énormes signaux de transformation. Les enjeux de puissance dans les bouleversements se suivent, s'entrechoquent, parfois s'imbriquent. Mais dans cette grande bascule, l'Europe, et tout particulièrement la France, semble avoir beaucoup de mal à prendre sa place. Nous allons parler donc de toutes ces questions dans un instant. Mais avant toute chose, vous le savez, je compte énormément sur vous pour le succès de cette émission. Alors laissez vos commentaires juste en dessous, cliquez sur le pouce en l'air, tout ça, ça améliore le référencement. Et puis bien sûr, pensez à partager cette vidéo à vos amis, à la relayer, comme on dit. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, Alain Juillet. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être revenu à mes côtés pour cette émission. Vous êtes diplômé d'HEC, de l'IHEDN, de Stanford. Vous avez été officier dans les commandos parachutistes du SDEC, l'ancêtre de la DGSE, Absolument. DGSE que vous avez dirigé ensuite pour la partie du renseignement. Vous affichez également une grande carrière dans le secteur privé et vous êtes également considéré comme le père de l'intelligence économique en France. Vous avez travaillé auprès de plusieurs premiers ministres entre 2003 et 2009, c'est-à-dire Raffarin, Villepin et Fillon. Et je précise que depuis quelques temps, vous animez une chaîne sur la plateforme YouTube sur laquelle nous nous trouvons qui s'appelle Openbox TV Alain Juillet. Et vous êtes d'ailleurs en passe d'approcher les 100 000 abonnés. Absolument, on est juste maintenant en train d'y arriver. Eh ben, j'espère que cette émission va aider à passer le cap. Je l'espère et je vous en remercie. Alors, Alain Juillet, dans mon introduction, je l'ai dit, le monde bouge, les bouleversements semblent tourner autour de deux blocs, de quoi nous rappeler quelque part un peu la guerre froide, même si les frontières sont un peu différentes. On parle d'un côté du Sud global, de l'autre souvent de l'Occident. Vous, comment qualifieriez-vous ce nouveau monde bipolaire, bilatéral, multipolaire, multilatéral ? Comment en parleriez-vous ? Alors, je crois qu'il y a l'expression Sud global est fausse. Elle ne représente absolument pas la réalité. Il n'y a pas un Sud global. Il y a aujourd'hui, le monde occidental, là c'est très clair, les Américains et les Européens, ceux de l'OTAN et de l'Union européenne. Bon. Et à côté de ça, il y a les fameux BRICS, enfin BRICS plus maintenant, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, plus les nouveaux pays qui sont arrivés, comme les Émirats, l'Arabie, l'Égypte ou l'Éthiopie. Donc ça, c'est... Et l'Iran bientôt ? Et l'Iran, bien sûr. Donc il y a tous ces pays-là, je dirais, forment non pas un bloc, mais ils ont des intérêts communs ou ils ont des haines communes, je dirais, ou des rejets communs. C'est ça comme ça qui se fédèrent, ils sont quand même très différents. Et puis il y a les autres qui sont, contrairement à ce qu'on dit, ne sont pas tous systématiquement alignés sur les BRICS ou d'ailleurs sur nous, mais qui plutôt essaient d'exister avec leurs sentiments, avec leur vision du monde. Donc en définitive, on a un monde qui est multipolaire, c'est ça que je crois qu'on peut dire aujourd'hui, un monde multipolaire dans lequel il y a pas deux blocs. Parce que même, comme je l'ai dit pour les BRICS, entre l'Inde et la Chine, il y a d'énormes différences. Il ne faut pas oublier qu'en 2050, d'après le FMI, donc c'est pas suspect, la Chine sera la première puissance du monde, les Américains les deuxièmes, les Indiens les troisièmes et l'Indonésie les quatrièmes, il ne faut pas l'oublier. Mais en 2075, c'est la Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Indonésie. C'est-à-dire que il y a déjà, entre l'Inde et la Chine, forcément, ils ne sont pas tout à fait d'accord parce que chacun veut affirmer sa spécificité. Évidemment. Bon, l'Indonésie, elle est aussi dans le sud dans l'Asie du Sud-Est, mais elle aussi, elle a envie d'exister. Donc, elle est avec les autres, mais raisonnablement, je dirais. On a donc aujourd'hui un ensemble qui bouge avec des pôles. Mais ce qui est caractéristique, c'est que le monde occidental est de plus en plus isolé. Ça, c'est clair. Et alors, je vais reprendre un de vos propos parce que vous m'avez dit les BRICS, c'est pas forcément tout un grand nombre de pays tout alignés. Pour autant, ils ont des haines communes et des intérêts communs. Absolument. Mais quels sont les intérêts communs du bloc occidental ?
Ah, alors ça, c'est encore autre chose. L'intérêt aujourd'hui sur le monde occidental, c'est vrai qu'il y a les États-Unis qui essaient d'emmener tout le monde dans leur sens et qui emploient tous les moyens pour y arriver. Et ça marche, hein, parce qu'on l'avait vu à l'époque des Balkans, on le voit aujourd'hui pour l'Ukraine, on le voit dans beaucoup de domaines. On se fait entraîner pour de multiples raisons par les Américains. Ça, mais donc c'est un bloc qui suit les Américains. Ailleurs, c'est très différent, parce que là, ce qui les fédère d'abord, c'est l'opposition au monde occidental. C'est la haine commune. Ah, la haine commune, c'est le monde occidental, c'est très clair. Hein. Alors, bien sûr, nous, on ne veut pas reconnaître ça, parce que, bon, alors on dit, ah non, on est amis avec les Indiens. Mais c'est pas vrai. Les Indiens, Naodi, il a sa politique, très claire, une politique d'ailleurs très centralisé sur l'Inde, hein, très nationaliste. Bon, il veut exister, il veut se développer, il veut être indépendant, il veut surtout pas dépendre de l'Europe. Et on le voit bien, il joue actuellement, puisqu'avec la Russie, par exemple, c'est l'intermédiaire pour une partie du pétrole russe. On sait maintenant qu'une partie du pétrole russe qui ne part plus, ou du gaz qui ne part plus en Europe directement, passe par l'Inde et repart ensuite chez nous. C'est-à-dire que ça nous coûte plus cher, mais l'origine est la même. Mais l'Inde prend son billet au passage. Oui. Pour ce qui est des intérêts communs dont on parlait sur l'Occident, on a le sentiment, en l'occurrence, qu'eux sont totalement absents. C'est-à-dire qu'on voit bien les intérêts américains, mais les intérêts des partenaires, pour ne pas dire des vassaux, je crois, des Américains, si vous voulez, on les voit quand pas. on regarde, alors maintenant, après 2 ans de guerre en Ukraine, hein, quand on regarde le résultat aujourd'hui, il est certain que l'Europe est considérablement affaiblie depuis le démarrage de cette guerre en Ukraine. Et que les États-Unis en tirent parti, puisque les États-Unis sont maintenant pratiquement le principal fournisseur de gaz. Or, ils nous vendent le gaz de schiste américain, hein, entre parenthèses, beaucoup plus cher qu'il n'est vendu aux États-Unis, aux compagnies, aux particuliers américains. Donc, si vous voulez, c'est du tout bénéfice. Et quand on voit aujourd'hui la crise économique importante, hein, puisqu'ils sont en récession, de l'Allemagne, qui ne s'attendait pas à ça. Hein. L'Allemagne, première puissance européenne, qui est complètement déstabilisée sur le plan économique. Quand on voit notre position à nous, parce que, bon, avec la découverte, entre guillemets, hein, qu'on avait perdu beaucoup l'année dernière, beaucoup plus qu'annoncé l'année dernière, on voit bien qu'on est tous en difficulté. Les Anglais vont mal, tout le monde va mal. Tout le monde va mal. Et c'est la conséquence d'une politique qui a été menée et qui est menée par les Américains. Donc il faut être clair. Nous sommes affaiblis, l'Europe est affaiblie, et étant affaiblie, elle est beaucoup plus vassalisée par les États-Unis qu'elle ne pouvait l'être avant. Je pense en particulier à l'Allemagne, qui commençait à avoir une véritable indépendance dans sa politique mondiale, hein, et qui évidemment maintenant a été remise dans le rang par les Américains de manière très claire. Hein. Il n'y a pas le moindre doute. Vous l'avez dit, l'Ukraine est en guerre depuis 2 ans. On a parlé au départ des sanctions contre la Russie qui visaient essentiellement les approvisionnements en gaz. On en parle moins, peut-être précisément parce que ces sanctions ont porté leurs fruits en Europe. J'aimerais à présent vous faire écouter une vidéo. C'est Lloyd Austin, le secrétaire à la défense des États-Unis. Il fait référence aux frappes ukrainiennes sur certaines zones pétrolières dans le cadre de la guerre en Ukraine. On l'écoute. Certainly, those attacks could have a knock-on effect in terms of the global energy situation. But quite frankly, I think Ukraine is better served in going after tactical and operational targets that can directly influence the current fight. So it sounds to me like the Biden administration doesn't want gas prices to go up in an election year based on all the other actions. Alors en fait, on a vraiment l'impression que les États-Unis gèrent la guerre en Ukraine avec leurs intérêts intérieurs. Ah mais là-dessus, il n'y a pas le moindre doute. Hein. Regardez, les États-Unis nous ont fait prendre des mesures extrêmement strictes contre la Russie, hein, des sanctions. C'est les Américains qui nous ont amené les sanctions, qui en ont fait la liste et que nous avons appliquées. Bon. Dans le même temps, qui fournit l'uranium aux centrales nucléaires américaines ? Les Russes ? Personne n'en parle.
c'est bien la preuve, si vous voulez, qu'il y a, on il y a peut deux poids, imaginer deux que si mesures. c'était les centrales françaises qui étaient fournies par les Russes, ça aurait posé plus de problèmes. D'ailleurs, actuellement, ils sont en train de ils veulent faire un vote aux États-Unis au Congrès pour nous empêcher de travailler avec les Russes sur le recyclage de carburant nucléaire usé. Ils sont en train de préparer une loi pour nous l'interdire, alors qu'eux, ils ne se gênent pas pour travailler directement avec les Russes en achetant du produit, du combustible nucléaire. Donc là-dessus, c'est clair, ils jouent leur jeu, et leur jeu, il est très... Les Américains, et on les comprend de leur point de vue, il faut bien voir les choses en face. Nous, ça nous choque, bien sûr, mais de leur point de vue, ils ont réussi un coup de maître, ils ont affaibli l'Europe considérablement, au moment où ils ont absolument besoin d'affirmer leur capacité de puissance par rapport aux Chinois, ils ont affaibli l'Europe qui pouvait devenir un concurrent dans cette histoire entre la Chine et les États-Unis. Donc ils ont gagné. Pour le moment, les grands gagnants de l'opération, ce sont les Américains. Il y a pas... Mais ils ont bien joué, il faut reconnaître la vérité. Mais comment expliquez-vous que face à cela, bien entendu qu'il est louable pour les États-Unis de défendre leurs propres intérêts, mais comment expliquez-vous que notre classe dirigeante européenne, notre classe dirigeante française, elle renonce totalement à défendre nos propres intérêts, voire même, je vais employer un grand mot à dessein, collabore dans notre désintérêt? Alors, parce que nous avons des groupes de pression en Europe, et on l'a vu, on le voit il y a eu, depuis plusieurs années déjà, chaque fois on le voit, il y a des groupes de pression pilotés par les Américains qui se chargent de pousser, d'influencer, si vous voulez, la population, d'influencer les politiques dans les différents pays européens, de manière à les faire aller dans leur sens. Regardez, on parle du nucléaire en France, par exemple. Maintenant, depuis une étude de l'EGE qui a été publiée, qui a fait un certain bruit, nous savons tous que les Allemands ont saboté l'industrie nucléaire française en finançant des ONG en France, à travers 2 instituts allemands, en finançant des ONG en France pour détruire, pour semer la peur de l'industrie nucléaire. C'est clair. Bon, c'était évidemment pour favoriser le gaz allemand. Donc, très bien. Mais derrière cette opération d'influence... Ce qui n'a aucun sens sur le plan écologique, soit dit en passant. Mais aujourd'hui, qui est le gagnant? Qui vend le gaz? Ce sont les Américains. Vous voyez? Et toujours dans le même sens, parce qu'il faut regarder tout ça, c'est intéressant. Vous avez la patronne, la ministre des Affaires étrangères allemande, Mme Baerbock. Elle était dans une ONG jusque-là, donc écologiste. Je ne sais pas si vous avez vu comment elle est devenue guerrière. Mais quand on sait que la plupart des groupes écologistes sont financés indirectement par des financiers dont certains sont aux États-Unis, on comprend un peu mieux la suite de l'histoire. Si vous voulez, il y a des liens qui se révèlent avec le temps. Pour ceux qui regardent, ceux qui observent ce qui se passe, il y a des liens qui se révèlent et qui montrent que les intérêts nationaux ne sont pas toujours ceux qu'on défend. Et alors là, vous citez quand même le cœur nucléaire, j'allais dire sans mauvais jeu de mots, de l'État allemand avec Baerbock. En France, quels seraient ces agents d'influence, sous influence américaine et qui serviraient les intérêts américains? C'est ce que disait Lénine, il y a ce qu'on appelle les idiots utiles, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément conscients qu'ils sont manipulés, mais qui sont manipulés. Je vous rappelle quand même qu'on a eu une ministre de l'écologie française, Dominique Voynet, qui s'est vantée à la télévision, donc c'est pas un secret, mandatée par le gouvernement français pour défendre le nucléaire au niveau européen, et qui a dit on s'est mis d'accord avec l'Allemand, mon copain allemand, pour saboter ça et pour que le nucléaire français soit freiné. Alors, à d'autres époques, ça s'appelle de la haute trahison, c'est passible de la cour martiale. Bon, Mme Voynet l'a expliqué, personne n'a rien dit. Or, quand elle a fait ça, elle était manipulée. Elle était manipulée par le groupe écologiste dans lequel elle était, et ce groupe écologiste, on sait maintenant... Enfin, manipulée, mais elle en avait conscience, visiblement, quand même. Alors, elle en avait conscience, mais la plupart des gens, ils n'en ont pas conscience. Il faut être honnête. Alors, quand on parle d'Occident, on parle de l'OTAN, on en a parlé déjà tout à l'heure. C'est un peu son bras défensif, du moins c'est ce que l'on nous dit. Dans le cadre d'une mission de 15 jours dans la Méditerranée, notre porte-avions Charles de Gaulle, escorté notamment d'un sous-marin nucléaire, vont être placés sous le contrôle opérationnel de l'OTAN. Eh bien oui, parce que maintenant qu'on fait partie de l'OTAN,
quand il y a c'est sous un commandement, toute opération, il y a un commandement. Le commandement peut être, dans le cadre de l'OTAN, peut-être par celui qui a été désigné comme le responsable. Ça peut être un Américain, un Allemand, un Anglais ou un Français. Il y a des fois où les Français ont commandé des opérations. Alors c'est vrai que ça pose un problème de souveraineté. Quand on sait qu'on a un porte-avions et un sous-marin à l'attaque nucléaire d'attaque, c'est pas rien, et que les mettre sous contrôle je dirais, dans un cadre OTAN, bien sûr, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais à partir du moment où nous sommes rentrés dans l'OTAN, à l'époque de Nicolas Sarkozy, on a accepté cette situation-là. Qu'avant, on n'acceptait pas. Avant, depuis De Gaulle, depuis que De Gaulle avait quitté l'OTAN, justement, en disant on est d'accord pour travailler avec nos alliés, se défendre tous ensemble, mais on ne veut pas être dépendant. C'était la grande différence, si vous voulez. En rentrant dans l'OTAN, bien sûr, on est devenu dépendant. Le commandement militaire intégré de l'OTAN. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, vous avez cité Nicolas Sarkozy, là, dans le cadre de l'opération que je viens de rappeler. Vous avez parlé du problème de souveraineté, mais ça pose aussi, je le crois, un problème de souveraineté industrielle, puisqu'on met à disposition des Américains des outils hyper technologiques, j'allais dire, de défense, oui. Dont ils pourront appréhender les contours pour les copier, pour les déjouer peut-être. Oui, alors ça c'est un aspect qui est toujours existant. À partir du moment où on collabore avec des puissances étrangères qui elles-mêmes développent leur propre armement, il y a toujours un risque de tentative de récupération des données, des techniques, des méthodes qui sont utilisées. C'est comme si on faisait visiter l'usine à son concurrent. Ah oui, mais c'est vrai. C'est exact. Il y a pas là-dessus, il y a pas. Mais on l'a accepté en rentrant dans l'OTAN. Le problème, si vous voulez, aujourd'hui, on peut être choqué, on peut dire mais comment ça se fait ? Mais en réalité, c'est parce que à un moment donné, nous avons décidé de rentrer dans l'OTAN. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de Dominique Voynet, qui pourrait être rendu responsable de haute trahison. Donc, dans ce cadre, est-ce que vous estimez que Nicolas Sarkozy devrait être rendu coupable de haute trahison dans la mesure où il a fait réintégrer la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN ? Alors ça, bon, mais j'irais pas dire qu'il faut dire qu'il a déjà suffisamment de procès sur le dos, c'est pas la peine d'en ajouter un de plus. C'est lui qui pourrait vous en faire, là, pour le coup. Ouais. Ah oui, exactement, en plus. Non, ce qu'il y a, si vous voulez, ce qu'il faut regarder là-dedans, c'est, dans le fond, c'est la vraie question, mais c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans ces décisions internationales, c'est est-ce qu'on a respecté toutes les formes et est-ce on a tenu compte de l'avis des Français dans ce qu'on a fait ? Et là, on s'aperçoit que dans l'affaire de l'OTAN, comme d'ailleurs dans l'affaire des relations avec l'Union européenne, on est souvent passé à côté de l'opinion des Français en pratiquant des votes au niveau des parlementaires ou autre chose. Souvenez-vous pour les traités ou le traité européen où les Français l'ont refusé ont refusé le référendum, par référendum, ont refusé ce traité. Et puis Nicolas Sarkozy l'a fait passer au Parlement en faisant un vote du Parlement. Donc, alors, sur le plan légal... Après avoir été élu en le disant, soit dit en passant. Alors, sur le plan légal, il n'y a pas de discussion possible, mais sur le plan éthique, on peut se poser des questions. Alors, justement, dans ce cadre, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes françaises sur le sol ukrainien. Ça a provoqué une levée de bouclier, on le sait. Mais il avait également évoqué la possibilité de mettre la dissuasion nucléaire française au service d'un conglomérat d'États, notamment l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de ça, là encore ? Alors là, ça pose un non. Moi, si vous voulez, qu'il veuille, on ne sait pas très clair parce que lui dit je voulais juste envoyer des supports, des aides. D'autres disent non, il voulait envoyer les militaires. Bon. On en a beaucoup parlé, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut se référer, c'est pas la peine de perdre son temps là-dessus, il faut se référer au rapport du Sénat sur la capacité militaire française dans le cadre d'une guerre moderne. La réponse, c'est on tient 80 km de front pendant 6 jours. Donc, dire on va aller se battre en Ukraine, ça veut dire au bout de 8 jours, on n'a plus d'armée française. Donc il faut quand même réfléchir. Donc, je pense être très efficace alors. Hein. Ouais. Donc là-dessus, il faut être très prudent, si vous voulez. Mais moi, je prends l'étude faite par le Sénat. Hein, donc je me garde bien d'avoir. Je vous dis pas une opinion personnelle. Hein, quand on regarde ensuite, quand on essaie de voir effectivement tout ce qui se passe dans ces affaires-là, je dirais que
d'un côté, envoyer les militaires, bon, c'est déjà, ça pose question, on vient de le dire, mais alors dire on va partager la dissuasion, ça c'est absolument autre chose, parce que c'est aller contre le principe même de dissuasion tel qu'il a été conçu au départ par le général de Gaulle et par toutes les équipes et les présidents qui se sont suivis, et qui consiste à dire, nous les Français, on n'a pas une armée très forte sur le plan, parce que c'est ça auquel il faut revenir. Nous n'avons pas une armée capable de faire une guerre classique pendant longtemps, c'est clair, et puis là on vient de le dire, mais nous avons quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça, c'est qu'on dit à la personne en face, si vous nous attaquez, on appuie sur le bouton et il vous arrivera quelque chose. Donc c'est une dissuasion de l'un contre l'autre. Bon, à partir du moment où on dit on va partager cette capacité de dissuasion avec tous les pays européens, le problème est complètement différent, puisque vous avez, par exemple, on va dire, l'Allemagne peut dire, oui, on va appuyer sur le bouton, et les Russes vont dire, écoutez, puisque la dissuasion appartient à la France, c'est pas Berlin qu'on va raser, c'est Paris. Oui, je prends un exemple, mais pour que ce soit clair au niveau des auditeurs. Il est évident que c'est difficilement acceptable. On peut accepter de prendre un risque sur une ville française parce qu'on dit, attention, on va raser une ville de l'ennemi, et si lui réplique, il tapera chez nous, jusque-là, c'est la dissuasion, c'est normal. Mais de dire on partage avec les autres, mais c'est nous qui avons toutes les chances de prendre la bombe sur la figure, là, je ne suis pas sûr que les Français soient prêts à voter ça. Les Français, de toute façon, ne sont plus à voter depuis pas mal de temps. On a évoqué la question des troupes au sol. Oui. Vous avez été le patron du renseignement de la DGSE. Oui, il y a longtemps, oui. Oui, et c'était d'autres pratiques, évidemment. Aujourd'hui, pensez-vous que des militaires français, des responsables français du renseignement soient en Ukraine ? Je crois qu'il y a eu des réponses qui ont été faites par les uns et par les autres. Et il y a eu des réponses, je dirais, sous plusieurs formes. Il y a eu la discussion des officiers allemands. Vous savez, cette interception par les Russes d'une discussion entre des officiers allemands suite à une faute de sécurité énorme, et dans lesquels ils disent, oui, par exemple, alors là ils le disent clairement, ils disent, oui, les Anglais, ce sont les Anglais qui pilotent, qui mettent en marche et qui contrôlent les lancements des missiles à longue portée, en particulier qui détruisent des cibles en Russie, notamment le pont de Kerch. Et dont le fameux pont de Kerch. Donc il est évident que si on reconnaît un événement comme ça, on est en co-belligérance. C'est évident. D'un autre côté, un certain nombre de matériel d'armement utilisé sur le terrain, les Ukrainiens n'ont pas eu le temps de se former à l'usage de... Parce qu'il faut des mois d'entraînement pour se former. Donc ils n'ont pas pu se former. Oui, parce que rappelons-le, les Ukrainiens ont été formés sur du matériel soviétique. Exactement. Donc ça veut dire que s'ils ne sont pas capables, oui, il peut y avoir des techniciens qui sont sur place. Entre parenthèses, on l'avait vu, faut s'en souvenir, on l'avait vu en Irak, on l'avait vu dans les guerres, du Proche-Orient, où on avait vu des techniciens, en Afghanistan en particulier, il y avait des techniciens des sociétés françaises d'armement qui accompagnaient les militaires pour utiliser un certain nombre d'armes. C'était des sociétés militaires, c'est du privé. Oui, mais Thales, par exemple, c'est une société, c'est une société militaire, mais elle est privée quand même. Bon, alors après, vous avez les forces spéciales. Bon, tous les pays du monde, normalement, quand il y a un conflit, tout le monde essaie de savoir ce qui se passe, bien sûr, et pas seulement par les informations qui vous arrivent, mais par vos propres informations. Donc, sans prendre trop de risques, on peut supposer, je suis quand même prudent, on peut supposer que les principaux pays d'Europe ont des éléments des forces spéciales sur place pour voir ce qui se passe. Sûr. Ne serait-ce pas, c'est intéressant de savoir ce qui se passe, compte tenu que c'est une guerre moderne et qu'on n'a pas l'occasion souvent d'en voir. Donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Donc probablement c'est possible. Alors après,
Alors, il y a eu une confusion ensuite, c'est vrai, dans ce qui a été dit, et avec en particulier quand les Russes ont dit on a bombardé on a pris comme objectif un immeuble dans lequel il y avait des mercenaires français. Bon, il ne faut pas confondre les mercenaires, les forces spéciales et, je dirais, les techniciens. Hein. Alors, mais si vous n'êtes pas sur place, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est vraiment. Donc, selon la terminologie qu'on va employer, les choses vont complètement changer. Est-ce que finalement, ce n'était pas de l'intérêt de la France que la Russie utilise le terme de légionnaire? Ah oui, ça va très bien, parce qu'il y a des légionnaires ukrainiens. Bien sûr qu'il y a des légionnaires ukrainiens, il y en a toujours eu, ce sont de bons combattants. De mercenaires, pardon, pas de légionnaires, autant pour moi justement, de mercenaires français. Ils avaient des mercenaires. Il y en a qui ont... Non, il y a des mercenaires, puisqu'on a eu des interviews dans les journaux français, les magazines français, de jeunes français, ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont partis là-bas pour se battre au nom d'un certain nombre de raisons, un idéal, qui ont fait qu'ils allaient là-bas pour se battre contre les Russes. Oui, mais il y en a toujours eu dans toutes les guerres. Oui, mais ça, c'est pas dans le cadre de l'État français qui les envoie. Mais c'est pas l'État français, c'est des gens qui se portent volontaires et qui vont aller là-bas où ils sont recrutés. Alors, il y a, depuis le début dans cette guerre, depuis le tout début, on parle beaucoup des militaires qui servent de conseillers. Alors on parle beaucoup pour les Anglais en particulier. On dit qu'il y a beaucoup d'Anglais qui sont des conseillers des Ukrainiens, de l'armée ukrainienne. On dit aussi pour les Américains. Les autres, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Donc on peut, supposons qu'il n'y en a pas. Alors justement, vous parlez des Britanniques. Je vous propose d'écouter tout de suite David Cameron. Il était Premier ministre. Désormais, il est revenu pour être aux affaires étrangères. On l'écoute rapidement. Listen to me. I argue that it is extremely good value for money for the United States and for others. Perhaps for about 5 or 10% of your defense budget. Almost half of Russia's pre-war military equipment has been destroyed without the loss of a single American life. This is an investment in United States security. Alors on a l'impression que les anglo-saxons, ils ont un mérite, c'est qu'ils disent. Oui, non, enfin attendez, ce qu'il vient de dire, c'est absolument honteux. Permettez-moi de vous dire, moi je réagis, je suis scandalisé. On sait aujourd'hui, que à peu près, les pertes sont à peu près les mêmes des deux côtés. On sait qu'en gros, il y a 500 000 morts. S'il y a 500 000 morts, selon les règles militaires, si vous voulez, en gros, il y a 1 million de blessés. Bon. Et voilà M. Cameron qui dit on n'a pas perdu une seule vie américaine, donc c'est parfait. Mais attendez, 1 500 000 blessés et morts sur le terrain entre les Russes et les Ukrainiens, et il trouve ça normal, lui? Pourquoi il ne fait pas la guerre? Vous savez, ça me rappelle quand le président de la République française a dit on va aller faire la guerre là-bas, il y a eu quelques personnages, quelques éditorialistes, qui ont dit oui, il faut faire la guerre, il faut y aller et tout ça. Et moi, tout de suite, ce que j'ai dit, mais attendez, on va leur acheter une Kalachnikov et un billet d'avion, mais qu'ils y aillent. Ces gens si courageux qui sont là pour dire aux autres allez-y, mais qui ne savent pas ce que c'est que faire la guerre. Parce que nous sommes devenus des gens qui sous-traitons la guerre. Alors chez nous, à l'armée qui sont des professionnels, et aux autres, on dit, l'autre, ils se font tuer. Comme disait, c'est très dur, mais il y a 2 ans, il y avait un bruit, au début de la guerre en Ukraine, on disait que Biden avait dit, ce qui n'était pas exact, mais on disait, Biden avait dit, nous ferons la guerre en Ukraine jusqu'au dernier des Ukrainiens. Quand j'entends Cameron, je me dis, mais c'est peut-être vrai. Alors, non, c'est pas acceptable. On peut pas... Un pays, l'Ukraine est un grand pays, est un beau pays, avec ses qualités et ses défauts, comme tous les pays européens. Mais on ne peut pas se réjouir en disant on est en train d'affaiblir la Russie en profitant des morts en Ukraine. Ben non, c'est pas bien. Il y a des morts ça. Russes, soit dit en passant. Ah oui. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le conflit en Ukraine, justement? Quel dénouement voyez-vous? Le voyez-vous imminent? Alors, je crois que c'est compliqué, parce que d'abord, je crois que la guerre en Ukraine, elle a montré plusieurs choses. Elle a montré que les Russes étaient excellents en défensive, excellents. Il n'y a pas de doute là-dessus. La preuve, c'est que la grande opération d'attaque ukrainienne, ils se sont cassés les reins. Par contre, que les Ukrainiens, de temps en temps, quand ils avaient les moyens, en hommes et en matériel, étaient capables d'avoir des initiatives, et ils ont fait des percées, au début, ils ont fait un certain nombre de percées vers Kharkov en particulier, très intéressantes, parce que ça a montré qu'ils savaient exploiter le terrain, exploiter la situation, donc ça c'était très bien. Mais
on voit aussi qu'en définitive, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les progressions sont très faibles. Alors certes, depuis 2 mois, depuis la chute d'Ardivivka, on voit que peu à peu, les Russes avancent et prennent des petits villages. Alors, pour aller vers Kramatorsk, pour aller vers Loupiansk, ils progressent. Mais quand vous regardez sur le terrain, c'est une toute petite progression. Donc, si vous voulez, en réalité, nous sommes, on peut le dire, on est sur une situation figée. Alors, ou bien, effectivement, face à cette situation figée, les deux parties, conscients qu'ils ne peuvent pas gagner, ni d'un côté, ni de l'autre, négocient et trouvent une solution, qui sera la solution à la coréenne, si vous voulez, on fait la paix sur la ligne de front pratiquement. Bon, on l'a fait, hein. On l'a fait, ce ne serait pas nouveau, hein. Et ça tient. La paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ça tient depuis 1953. Hein. Bon, donc quand même, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est possible. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est que, malgré tout, poussés par des gens extérieurs, parce que je maintiens ce que je dis, poussés par des pressions extérieures, ils ne veulent pas faire la paix, d'un côté comme de l'autre. À ce moment-là, moi, je regarde ce qui se passe aux États-Unis. Trump, de la vie générale, hein, comment on commence à dire qu'il va passer, qu'il va gagner, parce qu'il a une avance actuellement aux États-Unis supérieure à l'intervalle de marge des sondages. Hein. Donc, a priori, il va y arriver. Bon, et Trump a dit lui-même déjà clairement, il l'a dit à la télévision américaine, il a dit « si je suis élu, j'appelle Poutine et on fait la paix tout de suite ». En 24 heures, il a dit. En 24 heures, on fait la paix en 24 heures. Et je crois qu'il en est parfaitement capable. Et que Poutine, qui n'aime pas particulièrement, mais qui respecte Trump en disant qu'il est irrationnel, ingérable et tout ça, mais quand même... Bon, Joe Biden est assez irrationnel aussi, visiblement. Oui, mais donc Poutine a dit qu'il préférait Biden pour les négociations que Trump, mais que, bon, ça lui allait aussi. Bon, je pense qu'effectivement, ça serait... Alors, bien sûr, quand on dit ça, les Européens disent « mais il n'en est pas question, nous sommes là ». Mais il faut être sérieux. Qui a les moyens ? C'est pas la France, avec sa situation catastrophique, qui va pouvoir envoyer des milliards à l'Ukraine, alors qu'on va commencer, on ne sait même pas comment on va rembourser notre dette. Donc il faut être sérieux, si vous voulez. Il y a la propagande et puis il y a la réalité. Donc moi je pense que ou bien ils arrivent à un consensus dans les mois qui viennent, ou ce qui est le plus probable, c'est que ça arrivera quand Trump va prendre le pouvoir. Et je pense que du côté de Poutine, c'est ça qu'il pense. Hein. Je pense que Poutine essaye de conforter un peu son avantage militaire dans certains coins pour être en bonne position pour la négociation. Et je vous ajouterai une chose, parce que tout le monde l'a oublié, mais 2 mois après le début de la guerre en Ukraine, il y a eu une négociation à Antalya, en Turquie, hein, près d'Istanbul, entre les Ukrainiens et les Russes, pour faire la paix. Ils avaient trouvé une solution pour faire la paix. Ils l'avaient trouvée, hein, et on sait maintenant, alors moi c'est ce que j'ai lu, je prends mes références où je les trouve, dans les magazines et dans les revues, hein, on me dit qu'en définitive, l'accord est remonté à Zelensky, qui était à peu près d'accord, et que ce serait le Premier ministre anglais, Johnson, qui aurait dit non, il ne faut surtout pas signer, parce que vous allez gagner. Bon. Et on va vous aider pour ça. Et on va vous aider pour ça. Je disais 1 500 000 blessés et morts plus tard, eh ben on en revient à la solution de départ. Vous avez parlé de l'aide tout à l'heure à l'Ukraine. En France, beaucoup d'aides ont été aussi annoncées par le président Macron. Il a même scellé un accord de sécurité avec le président Zelensky, avec des attitudes d'ailleurs un peu particulières. L'après-guerre est aussi souvent évoquée. On nous explique qu'on participera à la reconstruction de l'Ukraine, nous les Français. Oui, on vient d'annoncer, c'était hier ou avant-hier, ils ont annoncé qu'on avait passé un accord pour faire la reconstruction des télécoms. Très bien, on a un groupe français, je m'en réjouis, parce que jusqu'à maintenant, dans toutes les guerres qu'on a faites, on a toujours été sortis
de la partie reconstruction. Ça a toujours été les anglo-saxons qui ont fait les reconstructions. Je me souviens à Sarajevo, où les Français avaient fait la guerre et s'étaient fait tuer un bon nombre de gens. Et l'aéroport de Sarajevo a été reconstruit par qui? Par les Américains. Ce qui avait valu à l'époque, d'ailleurs, un général français de dire c'est quand même malheureux que ce soit nos amis américains qui bénéficient au point de vue des financements de la reconstruction de l'aéroport, alors que c'est le sang français qui a servi à le préserver. Ça avait fait un scandale, mais c'était la vérité. Là, on est dans la même chose. Simplement, il y a un point dans ce qu'on dit, c'est d'accord, nous serons prêts à faire la reconstruction, et on signe un accord, mais il faudra le financer. Qui va financer cette reconstruction? Et là, quand vous grattez, vous découvrez que le président Zelensky a signé un accord avec le fonds d'investissement américain BlackRock, le plus gros fonds d'investissement, pour que ce soit lui qui pilote toute la reconstruction en Ukraine. Ça veut dire que les Français vont devoir demander à BlackRock les financements pour faire cette reconstruction. Et là, vous me permettrez de dire par expérience que ça sera certainement assez difficile pour les Français et qu'ils n'auront certainement pas tous les moyens qu'ils espèrent. Donc, il faut se méfier. On annonce, et tant mieux, on annonce qu'on va pouvoir participer à la reconstruction, mais il faut être prudent sur ce qu'on pourra vraiment faire quand il s'agira d'obtenir les financements permettant de le faire. Alors, dans le cadre de la guerre en Ukraine, il y a un acteur dont on a peu parlé encore, c'est les Chinois. Il y a quelques temps, le 1er avril, peut-être une marque du destin. Stéphane Séjourné, celui qui officie, nous dit-on, comme ministre des Affaires étrangères, s'est donc rendu en Chine pour rencontrer son homologue. Je vous propose qu'on l'écoute. Je ne pense pas que les questions, en tout cas liées à la stratégie, seront évoquées, mais plutôt de comment faisons-nous pour que la paix puisse advenir en Ukraine. Qu'une chose, éventuellement que la Russie retire ses troupes. Et donc les messages doivent être passés très clairement à la Russie. Et nous attendons également d'un grand pays comme la Chine qu'elle puisse passer des messages très clairs. J'apprécie, moi, si vous voulez, je pense qu'il faut être quand même assez gonflé, si je peux m'exprimer ainsi, un peu vulgairement. Moins conscient, c'est au choix. Ouais, il faut être un peu gonflé quand même pour dire aux Chinois qui sont avec la taille de la Chine et la puissance de la Chine, leur dire il faut que vous suiviez la vision française et européenne de cette affaire en disant aux Russes de se retirer. Tout le monde sait que la Chine est avec la Russie et qu'au contraire, tout à l'heure, je vous disais, les États-Unis sont les grands gagnants sur le plan économique de l'opération, mais l'autre grand gagnant de l'opération, c'est la Chine, parce qu'on a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Le commerce entre la Russie et la Chine a explosé. Les échanges ont explosé depuis 2 ans. Maintenant, les flux financiers beaucoup de flux financiers passent par la Chine, alors qu'avant, ils passaient par l'Europe et par les États-Unis. Donc, si vous voulez, on a poussé la Russie vers la Chine, et quand on va les voir en Chine et qu'on leur dit les gars, il faut faire... évidemment, c'est un vœu pieux. Alors après cette belle prestation diplomatique à laquelle on vient d'assister de Stéphane Séjourné, il a également discuté d'économie avec son homologue chinois. On a l'impression qu'il n'a pas obtenu davantage gain de cause. Aujourd'hui, quels sont les gros enjeux pour la France avec la Chine? Est-ce que la Chine fait attention à la France? Est-ce qu'il y a encore un sujet pour les Chinois? Si vous voulez, d'abord, en Europe, l'Europe a développé des relations importantes, des échanges importants avec la Chine, mais l'Europe essentiellement à travers l'Allemagne. Souvenez-vous, Madame Merkel, la dernière action de la chancelière allemande, ça a été d'aller en Chine pour négocier un accord économique entre la Chine et l'Europe, et c'est elle qui a été négociée, non pas Madame von der Leyen ou Monsieur Michels, c'est elle qui a été négociée ça, comme une grande, et évidemment au bénéfice de l'Allemagne. Donc, si vous voulez, l'Allemagne, oui, a des relations très développées au point de vue économique avec la Chine. Nous, il faut bien reconnaître qu'on a, jusqu'à maintenant, c'est pas brillant. Et que c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Si vous voulez, il faut être raisonnable. Pour quelles raisons les Chinois amélioreraient la situation alors qu'ils ont les Russes qui travaillent beaucoup avec eux, ils ont les Allemands qui veulent désespérément relancer l'économie
les échanges économiques avec la Chine, vu la récession auquel ils sont confrontés en Allemagne, les Allemands ont désespérément besoin de développer leur économie de nouveau. Or, ils ne peuvent pas le faire sans la collaboration avec la Chine. À plus forte raison qu'il y a une forme de désindustrialisation qui s'est opérée en Allemagne aussi. Ben exactement. Exactement. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où nous, là-dedans, on vend, et c'est notre force. Hein, nous, c'est le luxe, les produits de luxe, les alcools. Alors là, on est bon. On est très bon. Mais on n'avait pas besoin, qu'il y ait guerre ou pas guerre, on est bon là-dedans. Hein mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'un pays fait des grands échanges avec... non, il faut être honnête, hein, avec la Chine, il faut qu'on arrive à reconstruire, mais ce n'est pas avec les déclarations et la politique que nous faisons actuellement qu'on va y arriver. Vous savez, les Chinois, il faut savoir, hein, les Chinois, c'est des gens, moi je les connais bien, la première fois que j'étais en Chine, ça vous paraîtra évidemment énorme, hein, j'étais en 67, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Bon. Et j'ai été là très régulièrement depuis. Les Chinois, ils ont un truc, c'est ce qu'on appelle le guanxi. Le guanxi, c'est la relation personnelle que vous avez avec quelqu'un. En Chine, tout va bien quand vous commencez à avoir de vraies relations personnelles, c'est-à-dire qu'il faut créer un climat de confiance. Et ce climat de confiance avec les Chinois, ça se construit dans le temps. Si vous voulez, c'est pas instantané. C'est pas parce qu'on met une tape dans le dos qu'on devient copain. Ça, c'est pas vrai. C'est pas en buvant un coup qu'on devient copain. Ça marche pas non plus. Le Chinois, c'est très lent. C'est une relation de confiance dans laquelle chacun met des petits cailloux jusqu'au moment où ça accroche. Ça, c'est plus facile avec Vladimir Poutine qui est là depuis 20 ans. Exactement. Et nous, alors il y avait par exemple, le président Chirac avait le guanxi avec les Chinois parce qu'en plus, il les fascinait parce qu'il connaissait mieux l'histoire de la Chine qu'eux. Hein, les arts premiers et tout, ils étaient fascinés par Chirac. Ça, c'est vrai. Bon. Ça, si vous voulez, alors ça, c'était des gens qui avaient créé des liens. Bon, De Gaulle. Et puis Chirac avait Raffarin. Comment ? Et puis Chirac avait Raffarin. Oui, mais Raffarin, c'est autre chose. Raffarin, parce que vous savez, on a beaucoup dit de choses. Raffarin, comment il est devenu ? C'est le guanxi aussi. Vous allez voir comment. C'est que quand il y a eu la crise du poulet, le SRAS, qui avait panique générale dans le monde. C'est la première fois. Après, on a eu le Covid, mais à l'époque, c'était la panique. Bon, plus personne, tout le monde a annulé les voyages en Chine. Pendant 3 mois, personne n'a été en Chine. Le seul qui y a été, c'est Raffarin. Très intelligemment, a dit, moi, je ne vais pas choper la maladie parce que j'arrive à l'aéroport, je suis protégé dans un environnement très bien, je serai dans de bons hôtels et tout, je risque pas grand-chose. Mais pour les Chinois, que le seul responsable d'un gouvernement étranger qui est venu pendant cette période-là, tout le monde fuyant dans tous les sens, c'est lui. À partir de ce moment-là, ils ont dit, celui-là, c'est un ami de la Chine. Il avait créé le guanxi. Et avec les Chinois, quand vous commencez, ça se maintient toujours. Bon, alors, on a l'impression que le guanxi, ça passera pas par Stéphane Séjourné, visiblement, ou du moins pas tout de suite. Je crains. Une semaine après son retour à Paris, Xi Jinping rencontrait Lavrov, réaffirmait leur partenariat économique, donc on a l'impression que les doléances de Séjourné n'ont pas vraiment été entendues. Mais non, mais parce que, autant vous dire, comme on le disait, les Chinois ont bénéficié, les sanctions américaines et européennes ont poussé la Russie vers la Chine. Ils n'avaient pas le choix. Et ça leur a réussi. Parce que vous avez vu les dernières statistiques il y a cette semaine qui sont sorties, ou la fin de la semaine dernière, qui sont sorties sur les progressions mondiales dans les 5 prochaines années en taux de croissance sur les 5 prochaines années. La Russie fait la course en tête au niveau européen, et statistique occidentale. Statistique occidentale. Donc, à l'évidence, si vous voulez, on les a poussés à aller dans l'autre sens, et ça marche mieux depuis qu'ils sont dans l'autre sens. Ils ne vont pas changer. Alors justement, à ce sujet-là, c'est intéressant parce que ça marche mieux peut-être pour la Russie. Bon, il y a évidemment aussi l'économie de guerre qui suscite un peu de croissance. Il y a plein de choses, mais là je vais vous parler uniquement des échanges avec la Russie. Il est évident que la Russie, dans le développement, il y a aussi l'économie de guerre. Mais du côté américain, je vous rappelle quand même que regardez tous les contrats d'armement qui ont été signés
dans le cadre de l'OTAN, grâce à la guerre en Ukraine par les Américains, chez les Américains, le deep state, comme on appelle, l'État profond, l'État l'armement, celui que Eisenhower appelait le deep state, dont il fallait faire attention, tourne aujourd'hui à plein régime aux États-Unis. Et booste aussi leur croissance, qui est pourtant... Et booste leur croissance, parce que s'il n'y avait pas ça, ils ne seraient pas bien. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens poussent Trump, non pas parce qu'ils sont tristes, ils sont mécontents de la croissance des industries de l'armement américaines, mais parce que les chiffres qu'on donne sur la croissance américaine cachent une réalité profonde, c'est que l'économie américaine, sur le marché intérieur américain, ne va pas bien. Et donc c'est pour ça que tout le Middle West, en dehors de la Californie et de Washington, si vous voulez, de New York, tout le monde vote pour Trump, parce qu'ils disent Trump, il va nous ramener... Il va réinvestir sur l'économie intérieure américaine, dont aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle marche bien. Alors on a quand même le sentiment que cette guerre en Ukraine a servi les intérêts américains. Il n'en reste pas moins que pousser Moscou vers Pékin crée une forme d'ensemble économique très puissant qui va donc s'opposer aux États-Unis. Et dans ce cadre, j'aimerais vous faire écouter Janet Yellen, c'est la secrétaire américaine au Trésor. Au Trésor, tout à fait. Direct and indirect government support is currently leading to production capacity that significantly exceeds China's domestic demand, as well as what the global market can bear. I understand these policies may be driven by domestic development objectives, but overcapacity can lead to large volumes of exports at depressed prices. This can undercut the business of American firms and workers, as well as of firms around the world, including in India and Mexico. And it can lead to overconcentration of supply chains, posing a risk to global economic resilience. Donc la Chine a décidé des subventions pour son industrie. Évidemment, il y a de quoi révolter les États-Unis qui, eux, ont fait passer l'IRA, l'Inflation Reduction Act. C'est le côté hypocrite de cette affaire. Le côté hypocrite de cette affaire. D'un côté, les Américains n'ont pas hésité, enfin le président Biden n'a pas hésité à faire un accord qui est inconcevable en Europe, enfin actuellement tel que fonctionne l'Europe, à savoir qu'on met des barrières protectionnistes autour des États-Unis et on dit aux gens, si vous voulez vendre aux États-Unis, ou vous payez très cher ou vous investissez dans des usines aux États-Unis, enfin bref, un système complet pour pousser les gens à aller vers l'Amérique. Bon. Donc, c'est de la totale hypocrisie, ensuite, de dire « Ah, mais c'est pas bien quand les autres font la même chose ». Donc déjà, bon. Mais je pense que derrière ça, il y a un problème qui est, à mon avis, beaucoup plus grave et qui inquiète beaucoup cette dame pour la bonne et simple raison que c'est elle qui est la patronne qui surveille le dollar. C'est que les fameux BRICS+, là, actuellement, ont commencé à faire une bonne partie des transactions non pas en dollars comme c'était la règle depuis 1945, mais dans leur monnaie. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est catastrophique pour les États-Unis. Alors, c'est pas encore, ça commence, mais c'est pas encore véritablement catastrophique, mais ça va s'aggraver au fur et à mesure des années, parce que le déficit américain, il ne faut pas l'oublier, alors nous, à côté, on est des enfants avec notre déficit. Hein. Alors, nous, on a 3 000 milliards, eux, c'est 34 600. Oui, c'est ça, oui, donc c'est quand même, bon, ils ont de l'avance. C'est 125% de leur PIB, nous, exactement. on est à 111 en termes de ratio. Bon, oui, mais le problème, c'est qu'eux, ils appuient ça sur le dollar. Or, le dollar, il est financé par le monde entier, puisqu'on joue sur les taux de change, les Américains jouent sur les taux d'intérêt, et donc ils font payer leur déficit par le monde entier. Ça marchait tant que le dollar était la monnaie de référence mondiale. À partir du moment où une partie des pays du monde, et pas les plus petits, les fameux BRICS, commencent à utiliser d'autres monnaies que le dollar, à partir du moment où on commence, les Russes le font, les Chinois aussi, à appuyer leur monnaie sur l'or, sur l'étalon or. C'est une des raisons pour lesquelles l'or monte actuellement. Bon, à partir de ce moment-là, on voit que les Américains vont ils vont être obligés progressivement à payer une partie de leur dette. Ce qu'ils n'ont jamais fait depuis 1945. Et ça va leur poser des problèmes économiques terribles.
Donc ils n'en sont pas encore là, hein. C'est le début. Mais on comprend que cette dame, qui est une remarquable spécialiste, hein, sur le plan financier, bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. Les machines fonctionnent, les ordinateurs tournent à fond, et ils savent très bien les risques pour le futur. Donc elle a raison de s'inquiéter. Elle a raison de s'inquiéter parce qu'on est en train de partir sur un monde dans lequel il y aura le dollar, certes, pour le monde occidental, mais de moins en moins le dollar pour les autres coins du monde. Or, comme les autres coins du monde, les autres pays du monde sont plus importants en chiffre d'affaires, ça y est, hein, les BRICS ont passé les pays occidentaux, hein, depuis l'été dernier. Hein. Donc les BRICS sont plus importants au point de vue économique, hein, en PIB, si vous voulez, hein, sont plus importants que les Occidentaux. Tous globalement réunis. Bon, à partir de ce moment-là, si effectivement toute cette partie-là échappe, si 30% du commerce mondial, dans le futur, pas tout de suite, mais progressivement, hein, 30% du commerce n'est plus fait en dollars, eh ben, c'est 30% de la dette américaine qu'il va falloir qu'ils financent. C'est un cauchemar pour les Américains. Ça rappelle le début de la guerre en Libye où, un peu avant, Kadhafi avait décidé de ne plus payer en dollars le pétrole. Et Saddam Hussein en Irak. Tiens donc. Aussi, comme par hasard. Eh oui. Alors, si on reste les sur dollars est un point essentiel. Quand vous voulez comprendre tout ce qui s'est passé, il faut toujours, de toute manière, dans toute analyse sur l'économique et les relations, les échanges, les tensions, les guerres, regardez toujours l'histoire du dollar. Et très souvent, c'est un des éléments du problème. Alors, si on s'en tient à cette dette, il y a quand même quelque chose qui m'a, en préparant cette émission, surprise. C'est que, on l'a dit, hein, la France, c'est 111% du PIB, les États-Unis, 125%, l'Allemagne a dépassé les 100 depuis quelques temps avec 2400 milliards. Face à cela, on a une dette russe qui est à environ 20-22% du PIB. Ouais. Mais de l'autre côté, on a la Chine. La Chine, elle est au-dessus de 220%, 250%. Alors, c'est quoi le bon mode de gouvernance, j'allais dire Ah ben, si vous voulez, d'abord, il y a d'abord dans ce que vous dites, il faut bien prendre en compte le système politique et économique du pays, parce que on ne peut pas comparer le système américain, par exemple, avec le système chinois. Hein? Alors, ils vous diront tous les deux que c'est du capitalisme, mais enfin, c'est pas la même forme de capitalisme quand même. Hein? Bon, en ce qui concerne l'Europe, c'est pareil. On a un système qui est encore très différent des autres, parce que avec l'Europe, il y a eu un certain nombre de variations, de modifications ou de pressions qui ont changé un certain nombre de choses. Donc, on a des blocs économiques différents. Donc c'est très difficile, il faut faire très attention de comparer l'un par rapport à l'autre en prenant nos propres critères. Parce que c'est pas forcément les bons. Typiquement, la Chine a une croissance tellement rapide. Voilà. La Chine, par exemple, vous dites, regardez aujourd'hui, hein, la Chine, on annonce une croissance supérieure à 5% en Chine. Hein, comme nous, notre déficit, en gros. Hein. Bon, on a... Ça, c'est pas gentil. Oui, c'est pas gentil, mais c'est vrai. Ils ont plus de 5% de croissance. Bon, c'est sûr, c'est confirmé. Bon, pas de... Pourtant, les agences de notation ont dégradé la note. Hein. Attendez, ça, c'est encore autre chose, parce qu'il y a effectivement des risques. Ils ont raison, de leur point de vue, parce qu'il y a des risques par rapport, si vous voulez, au marché mondial tel qu'il fonctionne du côté occidental, ça c'est sûr. Mais ils ont des capacités, si vous voulez, par exemple, l'endettement en Chine, l'endettement des banques, l'endettement des entreprises est bien supérieur à chez nous. Parce que les banques centrales consentent des niveaux de prêts qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Bon, pourquoi ? Parce que la Chine parie sur le long terme le fait que les investissements dans l'innovation, le développement et autres seront rentables et que ça ramènera de l'argent plus tard. Ils ont une vision dans la durée. Vous voyez ? C'est chinois, hein. Les Chinois, c'est toujours dans la durée. Les Occidentaux, vous savez très bien, les fonds d'investissement, il faut que dans les 3 ans, ça soit rentable. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Hein, et les banques françaises, je vais être très méchant, mais c'est un peu ça quand même, hein, on ne prête pas parce qu'il y a un risque. Alors, évidemment, dans ces conditions-là, c'est pas facile. Ou alors si, on vous prête si vous donnez toutes les garanties, votre maison, votre famille, enfin tout. Bon. Donc, il y a différents stades, si vous voulez. Il y en a un qui dit, moi, je vous prête des sommes très importantes dans la durée parce que je sais que ça reviendra. L'autre qui dit, je vous prête bien, mais dans un délai court. Et puis, il y a ceux qui disent, je prête pas.
évidemment, moi, je peux vous dire qu'il va gagner dans la durée. C'est simple. C'est pas nous. Et c'est que c'est en train de se passer. Vous voyez, c'est ça. Je crois qu'il faut être simple dans ces analyses. Parce que quand vous comparez, on me dit la Chine, y a que ça, ils vont faire plus de 5% de progression. Moi, je crois qu'en France, on serait vraiment content si on faisait 5% de croissance. Parce qu'on l'a connu pendant les 30 Glorieuses, à l'époque de Pompidou, de Giscard, de De Gaulle. On a connu cette époque-là bénie, où on était avec 30% de croissance, même 10, 7, 8, 10% de croissance. Bon, aujourd'hui, si on fait 1, on est aux anges. Les Américains, ils vont faire combien ? Ils sont pas 3%, Ils sont en dessous actuellement, ils sont nettement en dessous même. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que y en a qui font la course en tête parce qu'ils font 2 fois plus de progression dans l'année que nous, ou 3 fois plus que nous. Ceux-là, ils jouent dans la durée. Donc je crois qu'il faut être très prudent dans ce genre d'analyse parce qu'on a trop tendance, je vous dis, à juger. À faire des comparaisons qui ne sont pas raisons. Mais exactement, on a tout faux. Regardez, c'est l'histoire de... Je m'excuse. Je vous en prie. Regardez l'histoire des véhicules électriques. Moi, il y a un truc qui m'a fasciné, c'est Yiping. Yiping, dans un de ses discours, on ne l'a pas cité, c'est dommage. Un de ses discours, il a dit on va faire des véhicules électriques et on va envahir la planète avec les batteries, parce que nous sommes les seuls à pouvoir faire des batteries à prix intéressant, parce que nous contrôlons les terres rares. OK. Mais qu'est-ce qu'il a ajouté que personne n'a dit ? Mais il a dit, mais j'ai donné l'ordre que dans 10 ans, on soit prêt pour faire des voitures à hydrogène. Oui, Marc, pourquoi ça, je vous dis ça ? C'est parce que la voiture à hydrogène, elle utilise un moteur à combustion qui est le même que celui qu'on utilise chez nous aujourd'hui pour les moteurs à essence ou diesel. Il y a juste quelques petites transformations. D'accord ? On est tous en train de faire des voitures électriques. Dans 10 ans, on ne saura plus faire des voitures avec moteur à explosion, on n'aura plus les chaînes, on n'aura plus rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Qui va envahir l'Europe avec ces voitures ? Après l'avoir envahi avec les véhicules électriques ? Les Chinois. Et en plus, et c'est ça qui est formidable avec les Chinois, ils l'annoncent, parce que comme ils ont des plans à long terme, ils expliquent ce qu'ils vont faire. Mais mon Dieu, pourquoi nous, on ne lit pas ce qu'ils racontent ? Ça nous éviterait de faire des erreurs stratégiques majeures. Toute dernière question, Alain Juillet. En novembre prochain, le G20 sera organisé au Brésil. La grande question qu'Emmanuel Macron a d'ailleurs posée devant ses homologues était si oui ou non la présence de Vladimir Poutine serait tolérée. Entre-temps, il y aura toutefois eu un nouveau sommet des BRICS, en plus en Russie, à Kazan. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle démonstration que les Occidentaux et les Français en tête regardent le monde se transformer sans rien comprendre? Je crois que, oui, vous avez donné la question et la réponse, c'est vrai. Non, mais c'est évident. On dit Poutine, personne n'en a parlé en France. Il a été aux Émirats Arabes Unis il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Il a été là-bas pour discuter avec les Saoudiens, avec les Émiratis, avec tous les autres. Nous, on est là, on dit « Ah non, il est replié, il ne peut pas sortir de son pays. » et tout. C'est pas vrai. Quand on a demandé à Lula de condamner l'invasion d'Ukraine, qu'est-ce qu'a dit Lula? Il a dit « Pas du tout. Je pense que c'est les Russes qui ont raison. » Il l'a dit quand il a été élu. Il a dit « Moi, je soutiendrai toujours les Russes dans l'affaire de l'Ukraine. » Je vous signale que les autres, vous regardez les pays, les BRICS, ils sont d'accord là-dessus. Tous sont d'accord là-dessus. À part l'Argentine qui a quitté mais justement, elle était candidate pour rentrer dans les BRICS et elle a quitté. Milei a dit « Je sors ». D'ailleurs, en précisant aussi, parce que j'ai d'autres problèmes à régler. D'abord, je remets mon économie en marche. Après, on verra. On verra s'il remet son économie en marche. Ça, c'est encore autre chose. Mais donc, il faut bien regarder les choses en face. Les BRICS représentent une grande partie du monde. Et on va interdire, et les BRICS vont dire à une réunion, ils vont dire on ne laisse pas Poutine venir? Non, la question se posait plus pour le G20. Mais ça pousse à démonétiser définitivement le G20. Mais oui, en réalité, ça passera quoi? C'est-à-dire que ce sera une réunion, s'ils acceptent pour des raisons diplomatiques et politiques de ne pas faire venir Poutine, à côté,
on arrêtera, si vous voulez, il y aura d'autres discussions qui se passeront à côté, avec Poutine. Et puis, vous savez, c'est l'histoire des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous savez ça. Les Jeux Olympiques, chez nous, on en parle tous, évidemment, ça va se passer cet été. Il paraît. Oui, il paraît. Espérons-le. Est-ce que vous savez qu'au mois de juin, il y a les Jeux Olympiques des BRICS qui ont eu lieu, dans lesquels les Russes sont en compétition avec tous les autres? Ah, là, ça pose question. C'est-à-dire que comme on a interdit aux Russes de venir aux Jeux Olympiques en France, les BRICS sont en train de monter des pré-Jeux Olympiques, si je peux dire, avec tous les pays avant. Quand on va s'en rendre compte au mois de juin, vous ne croyez pas qu'on se sentira un peu ridicule ? C'est une très belle conclusion géopolitique. Merci beaucoup Alain Juillet d'être venu à nouveau jusque TV Liberté. Je rappelle aux téléspectateurs qui voudraient vous entendre plus souvent qu'il y a votre chaîne YouTube Openbox TV avec bientôt 100 000 abonnés. Je suis sûr que vous allez contribuer à franchir le cap. Mais juste avant, je compte sur vous pour d'abord faire le succès de cette émission. Pensez donc à la partager. Pensez également à laisser vos commentaires. Je vous le dis chaque semaine, mais c'est vrai, je m'engage à lire tout ce que vous m'écrivez juste en dessous. Et puis pensez à cliquer sur ce petit pouce en l'air. Au moins ça prend quelques secondes et ça améliore considérablement le référencement. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.